Bah on est back, hein, Mélo, ça va? Eh oui. Ah bah. Donc on a avec nous la chance d'avoir une invitée pour chez qui il est assez tard et on va vraiment la remercier énormément de nous accompagner. Salut Anna, comment ça va? Bonsoir, bonsoir, bah ça va très bien, merci beaucoup. Quelle heure il est en France? Moi je perds la notion du temps. Il est précisément minuit 10. Oh my gosh. Très Merci de exactement. nous parler. Mais non, mais avec plaisir, j'aime bien vivre la nuit en plus, donc il n'y a pas de souci. Parfait. Ce sera une discussion normale pour toi en fait, c'est ça. Tu Exactement. t'appelles Exactement. t'appelles des copains à l'autre bout de l'Atlantique là et puis c'est ça. C'est ça. Donc pour les gens qui ne te connaîtraient pas, donc toi t'es assez suivi notamment sur Instagram et ton métier, ton métier comme tu te présentes, tu es photojournaliste et tu fais également des vidéos, de la photo et tu suis notamment là actuellement les mouvements sociaux en France. Est-ce que j'ai bien résumé? Exactement. Bah, c'est tout à fait ça. Ouais, le résumé est parfait. Et oui, effectivement. Donc, je fais essentiellement de la photo. Particulièrement, je suis les mouvements sociaux en France et à Paris. Et donc, ouais, ce qui se passe en ce moment, il y a une actualité assez particulière en ce moment, avec des manifestations assez intenses ces derniers temps. Et donc, j'essaie de suivre ça avec des reportages photos. Exactement. Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail là tout de suite pour les gens qui seraient intéressés, pouvoir peut-être aller regarder ton travail en même temps qu'ils écoutent l'émission? Eh bien, je suis sur Instagram sous le nom d'Anna Margherita, tout simplement. Okay. Et donc, je poste un petit peu ce qui se passe en ce moment à Paris. Vraiment. Entre autres. Comment est-ce que tu t'es tombé dans le photojournalisme? Qu'est-ce qui t'a mené dans ce métier, dans cette passion? Eh bien, en fait, c'est le militantisme qui m'a menée vers la photo et la vidéo, puisqu'à la base, je participais aux manifestations en tant que militante. J'ai milité, entre autres, avec des collectifs féministes. Et donc, c'est ça qui m'a fait vraiment découvrir ce qu'étaient les manifestations et les luttes sociales. Et j'ai commencé à les filmer pour documenter un petit peu ce qui se passait, voyant qu'il y avait une différence notable entre ce qu'on voyait dans les médias des manifestations et ce que j'avais l'impression de vivre quand j'y étais. Ouais. Donc j'ai commencé à faire des petites vidéos et puis j'ai fait des photos un peu par hasard. Parce que je me suis rendu compte que j'aimais bien finalement ce média-là, ce format-là, alors que j'y pensais pas du tout à l'origine. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre une agence de presse qui diffuse donc mes photos, le studio Hans Lucas. Okay. Et donc voilà, donc je suis photographe indépendante et je publie mes reportages via cette agence. Cool. Et il y a une partie de mon travail qui est plus vidéo, documentaire aussi, que j'essaye de rendre plus régulière. Okay. Mais voilà, je pense que la vidéo parfois est importante pour documenter certaines situations et les images fixes suffisent pas parfois à montrer notamment la violence de ce qui peut se passer. Donc la vidéo est un bon format pour ça, quoi. Carrément. Parlant de vidéo, je pense on te suivait avant. Mais tu es revenu dans notre fil d'actualité, on va dire, avec une vidéo qui est sortie cette semaine, si je me trompe pas, ou début de du week-end dernier. Ouais. Où il y a on va dire une interaction très, très violente, et aussi violente, je trouve, physiquement que verbalement. Est-ce que tu pourrais nous décrire cette vidéo pour ceux qui l'ont pas vue? Oui, alors c'est une vidéo donc extraite d'une fin de manifestation contre la réforme des retraites à Rennes, en Bretagne. Donc j'étais partie couvrir cette manifestation parce qu'en plus j'avais entendu beaucoup de choses par rapport aux manifestations à Rennes. Ces derniers temps, la police a fait preuve de beaucoup de violence dans cette ville-là pendant l'encadrement des manifestations. Yep. J'ai des collègues journalistes qui ont été victimes d'agressions, notamment de la part de policiers qui les ont empêchés de travailler, de faire leur travail de journaliste. Wow. Comme ça arrive de plus en plus souvent, malheureusement,
en France en ce moment. Et donc, à la fin de cette manifestation, le cortège était parti donc en manifestation spontanée, donc ça déambulait un petit peu partout dans la ville. Et il y a une brigade de police, la CRS 8, qui est tristement connue pour ses actes de violence, qui est intervenue pour disperser la manifestation. Donc, a lancé de nombreuses grenades lacrymogènes et de désencerclement. Mhm. Le cortège a donc pris une autre direction. Ouais. Et il ne restait plus personne dans la rue. Donc je m'apprêtais à suivre le cortège et là j'ai vu deux policiers qui traînaient au sol une femme qui semblait même pas faire particulièrement partie de la manifestation, qui semblait juste être là dans la rue, qui était probablement là avant même la charge des policiers. Traînée au sol par deux policiers avec une grande violence alors qu'elle n'émettait aucune résistance. J'ai vu qu'elle était blessée au visage, elle saignait à cause de cette interpellation. Elle a été menottée, c'était très violent. Et tout en filmant ça, j'ai vu que derrière, un homme était interpellé par plusieurs policiers, alors qu'il n'était pas violent non plus, ni physiquement, ni verbalement à leur rencontre. Enfin, verbalement, j'entendais pas, mais il n'y avait aucune violence physique de sa part, en tout cas. Donc, l'arrestation était vraiment disproportionnée. Et les policiers l'ont mis à terre, ont effectué un plaquage ventral, qui est donc une technique d'immobilisation extrêmement dangereuse, qui peut s'avérer mortelle, et qui a coûté la vie de Adama Traoré, notamment en France en 2016. George Floyd aussi aux États-Unis en 2020. Il y a de très nombreuses victimes en France, notamment aussi de cette technique qui n'est pas interdite en France, alors qu'elle est dans de nombreux pays. Pas en France. La clé d'étranglement, en revanche, est-elle interdite en France? Okay. Oui, tout à fait, parce qu'elle a causé la mort également de nombreuses personnes, dont Cédric Chouviat en 2020. Exact. Donc, elle a été interdite au courant de l'année 2020. Mais un simulacre de clé d'étranglement a quand même été effectué sur cet homme. Donc visiblement les policiers, donc pendant la manifestation, hein, donc les policiers étaient vraiment dans une attitude de violence extrême et qui n'était absolument pas ni nécessaire ni justifiée. Donc l'homme a été plaqué au sol. Un policier a mis ses deux jambes sur la cheville de l'homme. Donc c'est vraiment tenu debout sur la cheville de l'homme. Ce qui est intéressant, un autre lui a saisi. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a un croisement de deux vidéos qui montrent assez vraiment bien la scène. Il y a quelqu'un qui filme depuis un bâtiment. Un peu, donc on a une vue d'en haut qui montre le début un peu de l'interaction. Donc on voit le mec se faire pousser par un flic, il se cogne la tête sur un trottoir juste à côté. C'est ça. Il n'avait aucune, il représentait aucune menace, donc il se relève et il dit mais pourquoi tu m'as poussé quoi. Et à partir de là ça part en couille et donc là c'est là où tu montres vraiment justement ce plaquage qui est vraiment violent. Et toi t'interviens en plus à ce moment-là, tu vois. C'est-à-dire que t'es plus que dans de la documentation parce qu'il y a un risque réel pour quelqu'un face à toi. Et tu te prends je sais pas toi comment tu vis ce moment-là, mais quand on se fait braquer par un lance-grenade à 20 cm de la face, comment tu te sens à ce moment-là? Eh bien, en fait, j'ai pas trop compris sur le moment ce qui se passait, parce que c'est allé très très vite et c'était tellement violent que mon cerveau s'est un peu mis en mode pilote automatique et j'ai un peu réalisé ce qui s'est passé après, parce que ça avait aucun sens en fait tout ça, parce que oui, donc exactement, l'homme en fait a été, il y a un genou de policier qui s'est placé volontairement sur le cou de l'homme. Il était donc complètement asphyxié à ce moment-là. J'entendais des cris de douleur, donc j'ai pas pu intervenir. En fait, j'ai dit aux policiers, vous n'avez pas le droit, vous allez l'asphyxier, votre genou sur son cou. Et là, un CRS donc m'a braqué avec un lance-grenade, donc vraiment au niveau de ma tête, en me hurlant, tu dégages, tu dégages. Alors que j'étais tout à fait identifiable comme journaliste, parce que j'avais donc un brassard presse sur le bras et ma carte d'agence qui était sortie en évidence et que j'avais présentée à de nombreuses reprises déjà à ces policiers juste avant cet instant-là. Donc il n'y avait pas de confusion possible, quoi. Vraiment, c'était clair.
Donc il m'a fait reculer. Un autre de ses collègues s'est placé devant moi. Alors j'ai pas trop compris s'il a éteint ou allumé sa caméra, mais en tout cas il a fait une manipulation un petit peu douteuse à ce moment-là. Pendant que je me faisais menacer d'interpellation, le policier qui m'a braqué m'a hurlé on va l'interpeller, on va l'embarquer, on va l'interpeller. J'ai précisé à 3 reprises je suis journaliste, je suis journaliste. Ce qu'ils n'ont pas vraiment écouté. Ils m'ont dit que je les avais outragés. Oh, les pauvres, bouh! Allons pleurer pour eux. Là. Vraiment, là, alors, je n'avais jamais entendu cette expression déjà, donc intéressant. Mais outragé, je ne sais pas pourquoi, puisque voilà, en plus, je m'étais vraiment tenue à distance de la scène. Enfin, j'étais quand même assez proche, mais j'avais la caméra tendue, donc mon appareil était plus proche de la scène que je ne l'étais. Et en plus, vraiment, je n'interviens pas physiquement, je ne touche pas qui que ce soit. Je ne fais qu'interagir verbalement avec eux. Et pour dénoncer un problème clair, quoi. C'est pas pour les insulter ou quoi que ce soit, c'est pour dire il y a quelqu'un qui ne va clairement pas bien et pour qui c'est hyper dangereux ce qui est en train d'arriver, arrêtez. C'est ça, exactement. Franchement, ça... C'est ça, parce que, voir 6 policiers sur un homme, c'est surréaliste. En fait, c'est complètement... ça n'a aucun sens. C'est juste de la violence purement gratuite et des hommes qui ne se maîtrisent pas. Quand le policier me braque, je vois qu'il a les yeux complètement exorbités. Enfin, il a une espèce de colère. Je sais pas comment ça se fait, mais c'est pas quelqu'un qui est en train de gérer son stress et de garder son sang-froid à ce moment-là. Donc, c'était un policier qui avait l'air assez jeune. Je sais que les policiers sont malheureusement de moins en moins formés, notamment concernant la gestion du stress dans des situations particulièrement tendues. Donc, lui, visiblement, n'avait pas bénéficié de ces formations-là, ou en tout cas, n'avait pas eu une note forcément très positive. En tout cas, ils m'ont menacé d'interpellation, ils ne l'ont pas fait. Mais cette scène a été extrêmement violente et puis l'homme a continué de subir des violences après dans le camion. Il a été poussé dans le camion avec des coups de pied. Sa tête a été complètement bloquée entre la porte de la petite cellule du camion là et l'interstice de la porte. Enfin, c'était vraiment Toi, tu as eu des vraiment nouvelles terrifiant. Parce que j'ai vu que tu avais réagi et tu avais publié une story en disant que tu avais eu des nouvelles de la personne et que ça allait, en sachant que beaucoup de grands médias qui ont suivi ta vidéo et qui l'ont réutilisée notamment, n'ont pas été capables d'identifier la personne qui avait été interpellée. Donc, comment c'est possible que les médias ne s'intéressent pas à ce point-là, au point de ne pas retrouver la trace de quelqu'un et que toi, tu aies pu avoir l'info de comment il allait, quoi? Eh bien, en fait, j'ai eu l'information de sa sortie de garde à vue donc c'était une personne qui avait vu ma story, qui connaissait quelqu'un, donc c'était vraiment vraiment très indirect et à distance. Et cette personne m'avait dit que a priori l'homme était sorti sans poursuite. Et donc j'ai appris plus tard via un article de Ouest France qu'il avait en fait eu des poursuites pour outrage et rébellion. D'accord. Donc l'outrage était vraiment le maître mot de la journée visiblement. Mais j'imagine qu'il a dû être extrêmement éprouvé et voire même traumatisé de cette interpellation qui était d'une violence extrême, quoi. Et j'ai eu un message d'un proche de cet homme-là qui me disait aussi que je l'appelle l'homme, c'est vrai, je n'ai pas plus d'informations finalement pour l'identifier, mais qu'il souhaitait rester un peu en retrait médiatiquement parce que ça a été une expérience compliquée pour lui. Et voilà, il souhaitait pas plus que ça parler de ce qui s'était passé et être médiatisé, donc j'ai pas forcément transmis son contact au journaliste qui me l'avait demandé. Voilà, parce que j'ai... Non, et c'est logique. Oui. Ouais, carrément. Justement, une question qu'on se pose, c'est toi qui as couvert du coup plusieurs endroits, tu vois, toi qui es plutôt basé à Paris, mais qui là du coup te décentrer, on va dire, en province, si je devais parler comme un Parisien là, te décentrer un petit peu. Quel était le climat et est-ce que tu as vu une différence à ce point entre ce qui se passe à Paris et ce qui se passe justement à Rennes? Alors oui, c'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très différent. C'est un peu comme ce qu'on m'avait dit. L'organisation du cortège est assez différente. Après, il y a beaucoup moins de monde, donc ça permet, j'imagine, peut-être plus d'organisation au sein du cortège, alors qu'à Paris, il y a vraiment des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Donc c'est quelque chose de très, de très hétérogène et éparpillé, quoi.
mais j'ai trouvé que la mobilisation était très puissante à Rennes, et que la répression policière était très différente aussi. Les policiers allaient beaucoup moins au contact en fait des manifestants. C'est eux qui ont initié les premiers jets de gaz lacrymogène, alors qu'il y avait eu encore il y avait eu aucun jet de projectile envers la police, rien du tout. Donc ça a commencé de façon très offensive, quoi, et très tôt d'ailleurs dans la manifestation. Alors que le cortège était vraiment, c'était une boucle en fait dans le quartier, donc c'était un tout petit circuit, vraiment personne n'était en train de s'éparpiller. C'est un tout petit centre-ville au final, donc et donc beaucoup de gaz lacrymogène, vraiment ça pleuvait de partout, beaucoup de canons à eau aussi, ce qui est moins utilisé à Paris. Je pense que c'est plus utilisé pour un petit cortège en fait, parce que voilà, c'est un truc plus ciblé. J'ai vu on a vu tous des blagues passer sur le fait qu'on utilise des canons à eau sur les gens qui vivent en Bretagne et que c'était pas très efficace, parce que pour les internationaux qui nous écoutent, la Bretagne c'est vu comme un endroit où il y a tout le temps de la flotte et où il pleut tout le temps. Du coup et en plus les militants parmi les gens qui se présentent, pas mal, tu vois, t'avais aussi des syndicats de pêcheurs et tout, et tu te dis tu vas vraiment essayer de repousser un pêcheur avec un canon à eau, mon poteau. Ah non, ils sont très équipés là, vraiment, ils peuvent faire face sans problème. Ils sont tous avec leur ciré jaune et tout, tu sais. Oui, puis les parapluies, tout ça en plus. Là, il y a tout l'équipement adéquat. Et justement, j'ai une question par rapport à toi, quand tu dis que ce qui te mène aussi à la photographie, à ça, c'est aussi le militantisme du début. C'est quelque chose qui, des fois, commence à être décrié, on le voit par rappelons-le le bloc bourgeois, mais par les gens qui sont d'accord avec cette réforme. Ça commence à être décrié que les gens qui commencent à prendre la parole sont forcément des militants. C'est-à-dire que là, par exemple, la nuance entre le travail journalistique, qui se veut être un travail de rapport des faits, ce que tu nous as vraiment décrit là juste avant dans une situation que tu as vécue, et certains instrumentalisent le fait que on soit militant, et du coup, ça nous empêche de vraiment interpréter les faits. Toi, comment tu vis ça en sachant que tu pars justement du militantisme, toi ? Parce que j'ai l'impression que dans le contexte dans lequel on est, déjà, on a beaucoup de raisons de s'insurger contre beaucoup de choses, et que je pense que la notion d'engagement, elle est nécessaire en fait. Elle est nécessaire pour toutes les causes qu'on a à défendre, que ce soit le féminisme, l'antiracisme, la lutte contre l'homophobie, la transphobie, toutes les formes d'engagement qu'on peut porter. Je pense que c'est important quand on a la possibilité de les faire apparaître dans le travail qu'on fait, sans pour autant que ça biaise totalement l'information, parce qu'on a cette espèce de truc de le militantisme nuit à la neutralité d'une information ou quoi que ce soit. Déjà, on peut discuter du fait qu'une information est neutre. Ça passe par plein de biais très divers et variés. Mais je pense que parler d'engagement, c'est très important en fait. C'est quand on a la possibilité de le faire, Donc tu penses que tu serais, selon toi, moins bonne dans ta fonction de journalisme si tu n'étais pas quelqu'un d'engagé ? Tu penses qu'il y a un lien entre les deux ? Après, en fait, j'ai fait vraiment le choix aussi de couvrir des choses qui sont très en lien avec le militantisme, à savoir le militantisme en lui-même, associatif, dans les manifestations. J'ai passé aussi plusieurs mois à Stalingrad, qui est un quartier de Paris, où survivent très régulièrement plusieurs centaines de personnes exilées. Donc j'ai essayé de documenter aussi ce qui se passait sur les campements là-bas et la répression policière dont les personnes étaient victimes. Donc en fait, il y a à Paris aussi. Paris, c'est une ville qui regroupe beaucoup d'enjeux sociaux et où il y a énormément de luttes qui se déroulent en permanence. Et du coup, il y a ça peut amener cette envie aussi de couvrir toutes ces choses qui se passent. Et je trouve ça beau aussi de voir qu'il y a autant de gens qui se soulèvent, et ça donne de l'espoir en fait. Ça aide à lutter contre la peur aussi d'un avenir un peu incertain. Auquel on est confronté. Donc moi personnellement, ça me donne de l'espoir de couvrir ça, d'être avec les gens qui se battent pour qu'on ait un monde un peu meilleur, quoi. Cool.
Je renchaîne avec une autre remarque. Qu'est-ce qui, toi, t'a mené à un moment justement à adhérer à des causes progressistes et à ce militantisme? Est-ce que tu as un contexte... Nous, on s'intéresse beaucoup à la question bourdieusienne, tu vois, du contexte familial, de tout ça, parce qu'on sait d'où on vient, chacun, et puis on essaie de l'analyser, et on pense que c'est le bocal qui fait le poisson, donc clairement, il peut pas être autre chose, quoi. Comment Toi, est-ce que tu viens d'un milieu, d'une famille? Quelles ont été les causes aussi qui font que tu t'engages à un moment? Qu'est-ce qui a déclenché ton engagement chez toi? Alors, je viens d'une famille qui n'est pas spécialement politisée. Enfin, on ne parlait pas forcément ni de militantisme, ni de politique pendant nos repas ou quoi. C'est pour ma part il y a plus un engagement artistique dans ma famille. Mon père est très engagé musicalement, artistiquement, donc il y a de l'engagement, mais pas forcément dans le côté militant, on va dire. Okay. Mais c'est pour ma part une expérience une agression que j'ai subie qui m'a menée vers le féminisme, et le féminisme qui m'a ensuite menée vers d'autres formes de militantisme. Enfin, le féminisme intersectionnel, en fait, m'a permis de découvrir plein d'autres formes de militantisme, un espèce d'arbre comme ça, à plein de branches. Et donc, ça m'a fait découvrir un petit peu tout ça. Et c'est vraiment le féminisme qui a été ma porte d'entrée. Les actions militantes, les collages aussi. Le mouvement des collages contre les féminicides auxquels j'ai participé. Et puis quelque chose aussi qui cette espèce d'addiction qu'on peut avoir au sentiment de lutter à plusieurs, d'être tous réunis pour quelque chose de commun. Il y a quelque chose d'assez incroyable là-dedans aussi, quoi. Il y a une énergie très particulière en fait dans ces moments-là, qui peut être ça peut être extrêmement violent, ça peut être extrêmement grave, parce qu'on lutte pour des choses qui sont quand même qui peuvent être assez graves, mais parfois festifs aussi dans certains contextes. Mais il y a toujours une énergie très forte qui s'en dégage, et je crois que je suis un peu partie dans tous les sens dans mon explication, mon raisonnement. Mais je pense qu'il y a ça qui participe aussi, quoi. C'est le contexte dans lequel j'aime travailler. C'est un peu. C'est cette énergie un peu que tu retrouves lorsque tu fais ton travail de photojournalisme. En fait, c'est de retrouver cette énergie dans la rue, dans différentes situations, dans différentes manifestations, mais elle est là et les gens se retrouvent et ont un but commun, même si c'est des personnes qui peuvent avoir des vies complètement différentes. Exactement. C'est tout à fait ça. Nous, une de nos lignes éditoriales et un de nos objectifs aussi, c'est que en 2050, on sera plus de 700 millions de francophones autour du monde, donc à partager une même langue et à pouvoir discuter et faire des choses. Est-ce que toi, la lentille francophone internationale, c'est quelque chose dont tu avais déjà entendu parler, ou quelque chose que tu envisages comme un... Enfin, je sais que là, je pars dans un total autre sujet, mais en gros, est-ce que... je sais pas, tu vois, aller à l'international, suivre d'autres types de manifestations francophones ou ce genre de choses, est-ce que c'est dans ton projet à un moment, c'est une idée que tu as pu avoir à un moment, voilà, est-ce que la francophonie, ça existait pour toi? Alors oui, ça existait pour moi. C'est quelque chose qui, déjà, la notion de voyage, je la trouve hyper importante si on veut couvrir des mouvements sociaux, parce qu'il y a énormément d'histoires différentes concernant les luttes et les modes d'action aussi que je trouve hyper intéressants. Et donc c'est quelque chose que j'ai envisagé. C'est hyper intéressant comme question. C'est vrai que je l'ai envisagé. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir faire, beaucoup, de pouvoir notamment voyager après la période, le contexte auquel on a été confronté ces dernières années ne le permettait pas forcément. Mais c'est vrai que là, on réouvre tout le champ des possibles en termes de mouvement, et donc c'est plutôt chouette. Je dis ça parce que nous, au Canada, par exemple, il y a un déficit de gens engagés qui viennent prendre des photos et des vidéos de ce qui se passe. Et ça me saoule. C'est vrai. La France est une école de militantisme aussi, pour plein de raisons, tu vois. Et je me dis à chaque fois... les pays font plein de choses. Mais je me dis, purée... Non, mais c'est ça. Là, je regarde Mélo en même temps et on rigole, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Non, je veux rien que tu fasses Mélo. Non, on rigole ensemble, mais c'est juste, tu vois, une manière de dire... Parce que là, on voit qu'il se passe beaucoup de choses. Tu sais, il y a aussi des révoltes et puis des gens qui se battent. Putain, en Haïti actuellement, tu sais. Haïti, c'est francophone. Et puis, donc, il y a plein d'endroits et on se dit, purée, ce serait trop cool d'avoir des gens engagés là-bas, tu vois, pour nous montrer. Parce que on a entendu parler... Ah, question. On a entendu beaucoup parler actuellement des journalistes de préfecture. C'est quoi ça? Des journalistes pardon, j'ai pas entendu la fin. Les journalistes de préfecture. En gros, les grands médias qui reprennent les éléments de langage. Qu'est-ce que ça te fait, toi, quand t'es journaliste sur le terrain, d'avoir une réalité et de te rendre compte qu'il y a d'autres journalistes qui sont énormément suivis, qui travaillent dans des grandes rédactions et qui, eux, ne suivent que les éléments de langage que la préfecture leur donne. Qu'est-ce que ça te donne, toi, comme sentiment, en te disant que toi, t'es engagé, que t'es sur le terrain et que tu vois qu'il y en a d'autres qui font un petit peu les passe-plats du bloc bourgeois? Eh bien, ça donne. C'est un mélange de désespoir et d'impuissance. En fait, j'ai l'impression de ressentir face à ça parce que on n'a jamais de surprise. En fait, on sait toujours que c'est toujours les mêmes éléments de langage qui reviennent. C'est toujours le même aspect de la manifestation qui va être dépeint et toujours avec les mêmes termes. On n'essaye pas de faire réfléchir les gens sur le sens de pourquoi est-ce que, par exemple, il y a des gens qui vont casser des banques ou est-ce qu'ils vont casser la publicité parce que c'est des institutions capitalistes et que voilà, c'est un message politique en fait qui est ciblé. On n'essaye jamais de réfléchir dans ce sens-là et je trouve ça d'une tristesse en fait parce qu'on ne comprend pas les réels enjeux de la lutte en fait et c'est triste qu'elle bénéficie pas d'une compréhension médiatique globale à ce niveau-là en fait. Et parfois on a vraiment l'impression de donner des coups de pied dans le vent quoi. Quand on a, je me rends compte notamment qu'on est énormément finalement maintenant à filmer des violences policières, pas que des journalistes d'ailleurs, des personnes avec leur téléphone portable, des personnes qui sont en live sur les réseaux sociaux. C'est très à Paris en tout cas, c'est très couvert. Et pourtant je me dis mais il y a tellement peu de cas où ces vidéos peuvent servir à quelque chose. Quoi. On dénonce, et finalement le système judiciaire ne change pas. L'impunité reste toujours très conséquente. Il y a pas de réponse concrète en fait à toutes ces vidéos, alors qu'avec tout ce qu'on a, quand même, ça devrait créer une prise de conscience. Et on a un ministre qui veut toujours pas un ministre de l'Intérieur qui veut toujours pas entendre parler de violences policières. C'est quand même hallucinant. Le déni d'État, il est monumental. Oui, le déni de l'existence même du terme violence policière. C'est un niveau où c'est même pas possible. Comment pouvez-vous même utiliser ce terme? Puis tu dis, non, mais franchement, là, même si tu as des limites dans ce que tu crois, il y a quand même un moment où il y a des abus. Je vais juste demander une clarification pour les non-français. Je suis désolé. Valentin, pourrais-tu nous dire ce que préfecture veut dire? Je suis désolé. C'est OK. Alors, une préfecture, c'est en gros l'institution de l'État qui se trouve dans les régions françaises. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la présence de l'État central et donc du coup, l'équivalent un petit peu de l'État fédéral dans les provinces canadiennes ou dans les régions comme dans d'autres pays francophones. C'est vraiment le préfet, c'est la personne qui représente l'État sur place. Comme si, à Service Canada, t'avais un gars... c'est un peu comme le lieutenant-gouverneur pour la monarchie britannique. C'est l'équivalent. Il y a des préfets qui sont mis dans les préfectures en France. Et donc, souvent, c'est les préfectures qui contrôlent l'information. Et c'est les premiers flics, en gros, locaux. Tu sais, après, ils ont des policiers, des gendarmes et tout. C'est eux qui dirigent. Mais c'est eux qui contrôlent et qui diffusent l'information officielle. Tu vois ? C'est ça. Et donc, du coup, la blague de dire journalisme de préfecture, c'est c'est les éléments de langage de ces gens-là. Non, c'est parfait. Je voulais juste, pour ceux qui écoutent, qui ne savent pas ce que c'est. Excuse-moi. Moi, je me demandais, au niveau de ton travail, tu as mentionné, donc, par exemple, dans l'interaction dont on a discuté, mais certainement dans d'autres, que tu as une identification claire de faire partie de la presse, que tu es là donc en tant que journaliste. Est-ce que ce statut visible dans le passé t'a donné on va dire une façon d'être plus en sécurité? Je vais dire ça comme ça, dans des situations où peut-être pas nécessairement sécuritaire.
versus maintenant où il y a beaucoup plus, on dirait, de violence. Est-ce que tu vois une évolution de comment tu es traitée en tant que représentante de la presse? Alors, eh bien en fait, je pense que ça fait pas forcément assez longtemps que je couvre les manifestations pour avoir une vision très large de l'évolution que ça a pu être. Mais dans les contextes où j'ai beaucoup travaillé, notamment pendant les manifestations contre la loi sécurité globale, qui était donc une loi qui avait été proposée, qui visait à obliger la diffusion d'images de policiers avec... oh là là, qu'est-ce que j'explique mal. En fait, il fallait flouter les policiers pour diffuser des images de police, sans quoi on était sanctionné avec des peines allant jusqu'à la prison. Oui, c'était l'article 24. Donc en fait, ce qui constituait une énorme entrave à la liberté de la presse, qui limitait aussi la diffusion d'images de violences policières quand elles étaient commises. Donc c'était une loi qui était vraiment catastrophique. Il y avait aussi beaucoup d'articles qui concernaient l'utilisation de drones avec reconnaissance faciale dans les manifestations. Enfin, bon, c'était une loi qui était terrifiante vis-à-vis des libertés, en fait, en général. Et pendant ces manifestations-là, donc la répression de la presse a été très, très forte aussi, parce que c'était aussi des manifestations qui étaient en lien avec tout ça. Et maintenant, en fait, on voit cette répression qui se généralise de plus en plus dans tout type de manifestation, dans tout type de... et c'est pas seulement la presse, hein, les manifestants prennent de plus en plus aussi de cette violence dedans, quoi. Mais oui, j'ai l'impression que c'est vraiment... c'est-à-dire qu'il y a des moments où on sait qu'on est vraiment ciblé en tant que journaliste, précisément parce que la présence d'images dérange, tout simplement. Il y a aussi une guerre d'images qui se joue beaucoup parce que tous les policiers sont maintenant équipés de caméras, de toutes petites caméras comme des GoPro en fait qui sont accrochées sur leur torse. Donc en fait ils ont la possibilité de filmer en permanence toutes les interventions parce que et c'est très récent, ça fait moins d'un an d'ailleurs. C'est vraiment pour qu'ils puissent avoir de leur côté, qu'ils puissent se défendre en fait par les images et l'utilisation qu'ils peuvent en faire. Et parce qu'ils savent qu'ils sont filmés de tous les côtés. Et même sachant qu'ils sont filmés de tous les côtés, ils continuent de commettre des violences inacceptables. Donc finalement ça les empêche pas de faire un peu n'importe quoi dans beaucoup de situations, quoi. Est-ce que, parce que là, on voit que même les médias mainstream, on va dire, les gens qui étaient toujours un peu du côté de l'ordre et de l'État et de ce journalisme de préfecture dont on parlait, est-ce qu'ils ne sont pas en train de perdre la bataille justement des images grâce à votre travail, tu vois, les journalistes de terrain là, on se rend compte que le débat, c'est en train de se mettre vraiment sur les violences policières, chose que nous, alors au Canada, on vit très peu parce qu'il y a très peu ce type de violence-là, mais qu'on a vu notamment en août dernier, pas en août dernier, mais en août d'avant, où en fait il y a eu un campement de personnes sans domicile fixe, tu vois, qui était là, et ça a été, je pense, ça faisait une vingtaine d'années que la police d'Halifax n'avait pas sorti le gaz lacrymogène, là. Ah, c'était ridicule. Mais c'était... Et c'était littéralement une mini-manifestation où les gens disaient ne détruisez pas les... c'est un groupe social, je veux dire, je pense pas que c'est un organisme formel, mais qui ramassait des dons pour créer des mini... abri. Ouais, et vraiment, genre où tu peux fermer la porte et tu peux dormir la nuit sans avoir peur. En gros. Et la police municipale, très simple. Parce qu'ici les polices sont fédérales et aussi municipales, donc c'est la mairie, tu vois, qui dirige la police. Et là, la mairie avait mené des actions qui ont été jugées ultra violentes. Alors ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit en France, tu vois. Mais pour le Canada, c'était d'une violence. Surtout ici où t'as peu de gens, on vit une crise du logement, on vit une crise sanitaire, on vit une crise économique, etc. Et il y a ces petits abris, c'est vraiment des mini trucs en bois, c'est pas moche non plus, mais c'est quelque part de visible où les touristes pourraient le voir. Et la ville décide de tronçonner ces abris. Ah oui, et les gens, ils étaient là en disant non, ce sont nos voisins, que faites-vous? Et entre autres, et c'était en même temps aussi que Pride, donc le festival de la fierté gay. Alors on sait que ça a aussi un peu chauffer un petit peu. Mais en fait, c'est ces gens-là qui sont beaucoup fait balancer des trucs comme des gaz lacrymogènes, par exemple. Mais c'est ça, c'était des gens qui disaient donc, on veut pas qu'il y ait plus d'abri. Et la ville a dit,
c'est pas OK, vous êtes donc violent, alors on va sortir le gaz lacrymogène. Ouais. Ce qui est illogique. Oh là là, c'est violent comme réponse. Ah bah oui. Bah oui, mais surtout dans un pays avec des communautés ici qui n'ont pas l'habitude Non, de vivre ça. Donc, non. Ouais. Mais du coup, il y a eu quand même beaucoup d'images, de films, et c'était du coup dans un contexte de Black Lives Matter aussi, tu vois. Donc, on commence à se rendre compte que le fait qu'on ait tous des téléphones, qu'il y ait de plus en plus la presse qui sont intéressés par ces questions-là, est-ce qu'on n'est pas en train de gagner la bataille des images ? C'est ça ma question, Anna. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Est-ce que tu penses que le rapport de force culturelle et des images n'est pas en train de s'inverser en notre faveur ? Eh ben, je pense qu'on tend vers cette direction-là, en tout cas. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se jouer à ce niveau-là. C'est flagrant. Et c'est en train de changer les choses, notamment pendant les procès, pour pouvoir prouver les violences qu'on a subies. Ça fait quand même une différence notable d'avoir des images, parce qu'elles ne peuvent pas mentir, quoi. C'est vraiment un extrait de la réalité. Donc c'est indiscutable et c'est précieux. Et je pense que de plus en plus, ça va devenir une arme. Tous les collectifs, notamment de familles de victimes de violences policières, pendant les rassemblements, répète énormément le fait qu'il faut filmer la police parce que c'est un droit. Il a été menacé de nombreuses fois, mais il reste garanti pour le moment en tout cas. Donc il faut l'utiliser parce que c'est la seule défense qu'on peut avoir dans certaines situations. Et malgré toutes les pressions, les intimidations qu'on peut subir parce qu'on utilise cette arme entre guillemets là, on doit pouvoir l'utiliser. Et je pense qu'il faut vraiment globaliser son utilisation, c'est-à-dire que là, par exemple en France, on se concentre beaucoup à Paris. On est énormément de photographes et de journalistes en manifestation. Parfois, c'en est un peu ridicule de voir qu'on est plus de journalistes que de manifestants dans certains cas. Enfin bon, on a tous la même photo, on est tous là autour d'un feu de poubelle. Enfin bon, parfois c'est vraiment assez particulier, quoi. Et ça a plus trop de sens. Parfois, on se dit, alors que là, je me dis à Rennes, il y avait très peu de journalistes et pourtant il se passe des violences mais hallucinantes, et dans plein d'autres villes en France, à Lyon, même pas dans des très grandes villes, enfin des villes en tout cas où il n'y a pas une histoire de manifestation très grande, il y a de plus en plus de violences qui sont commises et il y a très peu de presse qui se rend là-bas parce qu'on se concentre énormément sur Paris, et finalement il se passe beaucoup de choses ailleurs aussi, quoi. Et quand elles sont documentées, on se rend compte que la violence est partout, et je pense que voilà, c'est important aussi de se rappeler de ça, quoi, que la violence est partout et que Paris n'est pas l'unique lieu où elle se déroule. Non, absolument. Parlons un petit peu de l'avenir. Déjà, d'une part, sur ce combat social, toi, c'est quoi ton pronostic de sortie de cette lutte sociale ? Toi qui vois les choses sur le terrain, toi qui as des espérances aussi, comme nous tous, qui avons aussi des envies collectives. Comment tu vois cette sortie de crise, que ce soit dans la rue, mais que ce soit aussi et sur quoi ça va déboucher, selon toi ? C'est quoi ton... À part les casseroles. À part les casseroles. Ce qui est déjà une belle avancée. Super réussite collective, ça. Exactement. Une belle cuisine générale, ça c'est sûr. Je saurais pas dire du tout sur quoi ça peut déboucher, parce que là vraiment ça évolue de jour en jour. Je pense que ce qui fait vraiment la différence dans ce mouvement-là, c'est la durée. C'est le fait que c'est quelque chose qui tient vraiment. Au départ de ce mouvement-là, à partir du 7 mars, il y a eu des manifestations dites sauvages, donc non déclarées, qui ont éclaté un petit peu partout en France et à Paris notamment. Et notamment porté beaucoup par la jeunesse aussi. C'est un mouvement où il y a on voit beaucoup de lycéens, on voit beaucoup de personnes très jeunes et qui sont hyper déterminées et qui portent avec force tout ce mouvement-là, même s'il y a des personnes de tout âge qui y participent évidemment. Et le fait que voilà, c'est quelque chose qui tient toutes les semaines, il y a des centaines de milliers de personnes dans la rue. Les personnes s'organisent pour faire un peu de bazar pendant les interventions politiques dans toutes les villes en France en ce moment, et font preuve de beaucoup d'imagination. C'est très beau à voir. Donc c'est quelque chose qui tient, qui prend plein de formes différentes, des actions des syndicats, mais aussi des militants et des manifestants et des personnes qui s'étaient parfois jamais vraiment engagées dans un mouvement social et qui
se sentent concernés, donc sortent. Et puis ça dépasse aussi le mouvement de la réforme des retraites. Là, vraiment, les gens sortent par ras-le-bol général de ce gouvernement et de la politique d'Emmanuel Macron. Donc c'est quelque chose de très fort et qui est très fédérateur aussi. Donc je pense que ça ne peut qu'évoluer dans le sens du peuple, entre guillemets, parce qu'il y a une convergence qui se crée, il y a une durabilité dans le mouvement. Donc c'est solide en fait. C'est quelque chose de solide envers lequel je pense qu'on peut porter beaucoup d'espoir, quoi. Ok, il y a une diversion qui est en train d'être tentée sur la question de... Ben là, tu sais, on réactive les peurs un peu réactionnaires et anti-immigration. Là, on a vu des sorties de la part de Bruno Le Maire, qui est le ministre des Finances, le ministre de l'économie français, et qui commence à sortir des trucs vraiment réactionnaires sur les gens qui profitent des aides d'État, etc. etc. Est-ce que tu penses que ça va prendre cet argumentaire là maintenant, ou est-ce que c'est déjà trop tard? Alors, je pense que cette direction-là, elle commence à être prise. C'est un virage de plus en plus serré qui commence à être pris par le gouvernement vis-à-vis de cette question-là. Déjà, on voit avec l'organisation des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Bon, ça va créer un nombre de problèmes inimaginables, sociaux, écologique, politique, enfin bon, ça va être compliqué, et c'est un prétexte utilisé aussi pour le gouvernement pour mener une politique anti-immigration encore plus répressive. Là, je voyais donc cet hiver sur les campements, il y avait jusqu'à 350 personnes qui survivaient sur un même campement, donc vraiment dans un espèce de petit terrain en plein Paris, sans électricité, sans rien, avec des tentes. La police venait éteindre leur feu tous les soirs alors qu'ils essayaient de se réchauffer. Il faisait -2, -3 degrés la nuit. La police passait toutes les 15 minutes. Donc j'ai commencé à essayer de documenter ça. Je voyais que la police, du coup, se comportait pas de la même façon, bizarrement. Quand j'étais là, ils faisaient tout pour m'empêcher de filmer, mais bon, ça les embêtait un peu, donc c'était très bien. Et c'est un truc qui se passe sous les yeux de tous et toutes, en fait, et en permanence. Et il y a une volonté d'invisibiliser tout ça pour dire que ça n'existe pas, et c'est justifié par le fait qu'il y aura les Jeux Olympiques, donc il faut, je cite le préfet, nettoyer les rues de Paris, et donc empêcher tout campement, donc interdire l'installation de tentes. Il y a des personnes exilées qui sont gazées, leurs effets personnels sont gazés, il y a des vidéos qui ont circulé par rapport à ça, il y a des violences policières terribles qui sont commises vraiment à leur encontre. On leur délivre aussi des OQTF, ça veut dire donc obligation de quitter le territoire français, qui est donc un document qui signifie une expulsion directe, quoi. Donc c'est d'une violence extrême, et ça ne fait que s'empirer, malheureusement, parce qu'on a l'extrême droite influence de plus en plus les décisions politiques de ce pays sous tous les angles, quoi, vraiment. Et ces personnes-là, les personnes exilées, sont vraiment extrêmement ciblées par toutes ces violences-là, quoi. Et donc tu penses que ça peut marcher, cette diversion? Ou est-ce que la solidarité des gens va vaincre, tu vois? La solidarité est très présente, mais elle manque encore de convergence, en fait. Il y a beaucoup d'initiatives, en fait, et c'est super. Il y a des trucs incroyables. Les associations font un travail absolument incroyable en faisant des distributions alimentaires tous les soirs, et qui aident vraiment à la survie des personnes. Mais il y a des décisions qui peuvent être prises vraiment que par l'État vis-à-vis des procédures administratives, la complexité des démarches administratives pour les demandes d'asile, le fait qu'elles soient rendues de plus en plus difficiles. Il y a aussi une loi, ce qui s'appelle donc la loi immigration, qui est soutenue par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, charmant personnage, soit dit en passant. Cette loi devait être votée récemment là en France, et en fait son vote a été retardé à cause de ce qui se passe par rapport à la réforme des retraites. Donc ça a été retardé, mais ça va pas tarder non plus, et c'est une loi qui va rendre encore plus difficile donc les démarches de demande d'asile, qui va rendre plus facile la distribution d'OQTF, justement pour les personnes qui sont demandeuses d'asile, bref, qui va rendre encore plus difficile le parcours administratif pour ces personnes-là. Exactement. À Calais aussi, qui est donc la ville qui se situe au nord de la France, avant donc
entre la Manche et l'Angleterre, où beaucoup de personnes exilées tentent la traversée pour rejoindre l'Angleterre parce qu'en France, les conditions de survie sont extrêmement difficiles. Ouais. Là aussi, la politique est répressive et renforcée. Les policiers entravent constamment le travail des associations qui viennent en aide aux personnes exilées. Il y a des policiers qui crèvent leur bateau. Il y a un naufrage a eu lieu dans la Manche le 24 novembre 2021 et on a découvert après des enquêtes de journalistes que les secours ont refusé d'intervenir auprès des personnes qui appelaient au secours dans la mer. Qui ont passé plusieurs heures et les secours ont refusé d'intervenir ainsi que les autorités. Donc il y a vraiment des entraves concrètes qui sont mises en place et qui vont jusqu'à tuer des gens parce que ces politiques migratoires, elles sont meurtrières, elles sont vraiment criminelles. Et il y a le journaliste Louis Viter d'ailleurs qui est un excellent photographe et journaliste qui a écrit un livre à ce sujet qui s'appelle L'Abattu. Il a travaillé à Calais pendant plusieurs mois pour documenter tout ça et a fait un travail exceptionnel par rapport à ça. Et il faut que ça soit documenté au même titre que tout ce qui se passe à Paris et partout en France et partout dans le monde. Les politiques migratoires tuent, quoi. Est-ce que, on arrive vers la fin de l'entrevue, mais tu as mentionné donc avoir documenté des, je vais les appeler des campements, mais des lieux de survie. C'est ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais que nos auditeurs sachent par rapport à ça, par rapport aux gens? S'il y a des... Comment aider? Oui, exactement, des organismes qui sont à suivre pour en savoir plus, pour appuyer, etc. Merci à vous de poser la question. Il y a des associations super qui font un super travail sur le terrain avec des distributions alimentaires, des distributions de produits d'hygiène de base, des tentes aussi quand les personnes ont la possibilité d'en installer, de l'aide juridique, de l'aide administrative. Je pense notamment à Utopia 56 qui a une antenne à Paris et à Calais. Il y a aussi l'association Tendre la main. Je sais qu'Audrey, que vous avez reçue pendant une précédente émission, travaille beaucoup avec cette association-là, qui fait un travail exceptionnel. Il y a aussi l'association Solidarité Migrants Wilson, qui est une super association qui cuisine des repas pour les personnes exilées sur Paris, et donc qui ne reçoivent aucune aide financière de l'État, donc qui peuvent agir grâce aux dons des personnes. Donc voilà, c'est une façon de les soutenir, de soutenir leur travail qui est essentiel et qui est rendu de plus en plus compliqué. Et voilà, ces personnes-là sont vraiment exceptionnelles. Cool. Merci beaucoup. Merci. Donc, on arrive à la fin de l'entretien, je pense. Ouais, on finit toujours avec une dernière question. Nous, le nom de l'émission, enfin, le nom du projet, c'est Ctrl-Z. On annule pour mieux refaire. Voilà. Oui. Comme sur les sur touches d'un clavier d'ordinateur. On efface pour mieux refaire. Donc, sur quoi est-ce que toi, tu aimerais appuyer Ctrl-Z, que ce soit personnel, mondial, politique, historique, etc.? Ça donne beaucoup d'envie en fait. Cette question-là, ça donne beaucoup envie d'appuyer énormément sur le clavier. Mais je pense que ça serait la volonté qu'a l'être humain de vouloir dominer. J'ai l'impression que c'est ce truc-là qui vient détruire beaucoup de choses. Et il y a beaucoup d'humains qui apportent énormément de belles choses face à ça. Mais je pense que c'est très dommage que l'humain ait cette volonté-là parce que ça peut paraître très cliché de dire ce truc-là, on pourrait faire tellement de choses ensemble, etc. Mais ça me semble si vrai dans la vie de tous les jours et à quel point ça peut mener à de belles choses et que la volonté de dominer n'amène à rien si ce n'est la destruction. Donc c'est nul. Donc il faudrait l'effacer, selon moi. Voilà. Approuvé. On approuve. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux dire avant qu'on se quitte ou... Oui, est-ce qu'il y a de l'information à partager, quoi que ce soit, des souhaits, des sentiments? Non, simplement un message de partage et de vivre ensemble. Voilà. Si des personnes ont envie de s'engager ou quoi que ce soit, parfois ça fait peur parce qu'on se dit ça peut paraître impressionnant, on est tout seul, on ne sait pas trop vers quoi aller. Mais en fait, c'est très facile d'aller vers une association
associations, elles sont très accessibles via les réseaux sociaux. Yep. C'est très souvent des personnes vraiment formidables et qui font un travail exceptionnel et qui sont humainement très riches et importantes. Et donc voilà, n'hésitez pas à échanger avec ces personnes, à discuter avec elles. Et voilà, ça amène toujours à de très belles choses. Super. Merci Anna. Il y a Forêt Fantôme qui nous. Mais merci à vous. Enfin, Fantôme sur Twitch, mais Forêt Fantôme sur Insta qui nous fait coucou et qui te dit merci pour ce que tu as dit et qui fait des bisous. Yes. Donc on va lui faire des bisous aussi. Merci énormément. Oui, je vois qui c'est. Coucou à lui. Merci beaucoup. Merci pour ton temps et aussi pour le travail que tu fais qui est extrêmement important. Merci à vous de m'avoir donné la parole. On se reparle bientôt. Ouais. À bientôt. Mais oui, avec grand plaisir. À bientôt. Bonne nuit, soirée Anna. à vous. Bye. Merci. Au revoir. Wow. C'était cool. Wow. C'était très fort. Ouais, J'étais très émue. c'est vrai. Oui. La question migrants, etc., c'est quelque chose que je trouve tellement... T'as vu qu'on n'utilise pas ce mot. Enfin, on dit Non, on n'utilise pas ce mot exilé. Et en fait, j'aimerais bien poser la question. On aurait dû poser la question à Anna. On va le refaire la prochaine fois. Ben, c'est un titre Ouais. au niveau de Comment- certaines choses, mais c'est pour moi, c'est tellement quelque chose que je sais pas, au niveau humain, t'as des gens qui arrivent et qui ont besoin d'aide et tu leur dis non. C'est ça. Et tu leur dis pas seulement non, tu leur dis non, tu ne vaux rien, t'as même pas le droit d'avoir un petit coin de quoi que ce soit. C'est... Yeah. How? Why? Et mes mais copains niaise-tu? blancs riches sont en Non, train mais de faire c'est de la ça, eux merde. sont fine. Sont en train de faire de la merde ailleurs, Yeah. qui créent des conditions de merde qui te permettent pas de développer ton pays comme tu veux. Yeah. Et donc toi, tu quittes pour un avenir meilleur et on t'empêche de venir. Enfin, c'est vendredi, on va pas déprimer tout le monde là, mais... Oh, Mélo Mais c'est Non, la non, première c'est pas- fois que je te vois ému comme ça. Mais c'est vraiment Non, c'est mais un oui, sujet oui, qui me non, mais touche oui. extrêmement et que je comprends pas. Voilà. Yeah. Mais bon, c'est pour ça que je trouvais important d'en parler, parce que le plus qu'on en parle, le plus qu'on comprend, ce sont des Yes. gens. Oh, wow! Et Exact. que peut-être qui- on qui devrait se parler, qu'on devrait s'entraider et que voilà. qui ont partagé la moitié, qui ont parcouru la moitié du monde à pied, Pour qui ont, vivre qui ont abandonné That's it. toutes leurs possessions, qui ont abandonné des situations, qui ont Yeah. abandonné leur des chez-soi. membres de leur famille, leur chez-soi. Moi, le simple fait... Enfin, Ben oui, là, ça te manque. ah ouais, chez-toi, non, mais quand même. attends. Ah, mais Non, moi, mais je suis blanc. non, mais donc je veux dire, t'es moi, pas- je suis t'es pas blanc, je suis un exilé, mais- expatrié. Mais je Tu veux sais, dire... si j'avais été noir, j'aurais été un immigrant. Ouais, voilà. Tu sais. Puis si j'avais été noir en haillons, j'aurais été un exilé. Tu sais. Il y a Mais- une mais manière genre, de Mais je veux dire, catégoriser. même, t'es loin de chez toi par choix et tu peux y Ouais, ouais, retourner, il n'y a pas de blocage, mais tu t'ennuies de ton chez toi. Tu sais, il y a des choses dont tu vas t'ennuyer, même si tu viens immigrer quelque part. Yeah. Que ce soit, je sais pas, quelque chose de con, ça peut être juste... La bouffe. Exact, oui, c'est ce que j'allais dire. Je suis comme, non, trouve un meilleur exemple. Mais anyway, Ah bah, moi, j'en ai un. J'en ai un. la bière. Non. Les 35 heures et les congés payés et la retraite. La sécurité sociale. Je pense qu'avec ma mère, c'est le truc qui me manque le plus. Il y a ma maman et là, mes 35 heures. Mais non, mais pas juste les 35 Non, mais heures, tu vois, la sécu. Joke. Anyways. Bon, bref, Ça- on s'en fout. je suis très, très, très heureuse d'avoir reçu Anna au show. C'était une conversation super intéressante. Allez la suivre sur les réseaux. Elle fait un très beau travail et c'est ça. D'utilité. Oui. Anna Oui. Margarita sur Instagram, Yes. vous allez trouver. On l'a pas fait parce qu'on se vend mal, mais on a un Patreon où vous pouvez nous donner un petit peu, si on a mis l'équivalent à peu près d'un café ou un café et un sandwich, des trucs comme ça, ça nous aide à payer l'Internet et entre autres Olga pour le travail qu'elle fait, puis peut-être éventuellement nous, mais on verra. Ça dépend. On n'est pas là pour se faire un max de cash. Nous, là. on a décidé de se dédier pour ne pas avoir à payer une thérapie dans ce monde de merde. Voilà. Donc, c'est notre ça. manière de... Même si aujourd'hui, c'était prenant. J'avoue. Donc, on a ça. Si jamais vous avez un abonnement Amazon Prime, vous pouvez sponsoriser une chaîne Twitch. Ça vous coûte rien. Ça prend de l'argent de Jeff Bezos. Ça nous donne un petit quelque chose. Yeah. Et puis, c'est ça. On est sur les réseaux. On est en format podcast, etc. Vous pouvez nous retrouver. N'hésitez pas à nous écrire. Ça nous fait méga plaisir de recevoir des sur messages. Instagram, surtout. Ouais. Les commentaires YouTube aussi. Mettez des pouces, mettez des petites choses comme ça. Pour faire que nos petites causes progressistes avancent, qu'on puisse Exact. avoir des invités, qu'on puisse donner la parole à des gens qui agissent sur le monde Ouais. et qui aident les gens dans le besoin.
Et puis aussi les travailleurs. Les travailleurs qui sont solidaires les uns avec les autres et qui font chier leurs patrons, les milliardaires, pour faire qu'on ait une planète vivable peut-être à un moment. Ce serait nice. On n'est pas là la semaine prochaine, c'est ça? Non. Vendredi prochain, on prend une pause pour de vrai. Attends, en plus j'avais une joke à dire par rapport à la semaine prochaine, je l'ai oubliée. Parce qu'elle était nulle. Ouais, je suis carrément nul, mais pourquoi je prends une pause? Je vais faire découvrir Claire à Roman. Écoute, ça, c'est une bonne cause. Ça, c'est la meilleure raison. Mélo, est-ce que tu peux me dire quelle radio on va écouter sur la route? Vous allez écouter SIFA, c'est le IFA. Son du Sud-Ouest. Si vous ne connaissez pas, c'est disponible sur leur site web. Et c'est une radio fantastique. Et ils font toute leur propre publicité, ils les enregistrent eux-mêmes. Et donc, il y a tous les différents accents du coin. Et moi, ça me rend juste heureuse d'entendre cet accent ou ces accents. Ça me fait du bien. Voilà, ça fait du bien à mon âme. T'as pas ta casquette? Ben non, j'ai pas ma casquette. C'est pas ma casquette, c'est celle que... C'est toi qui l'as pris, cette casquette, non? Non. Excuse me. Attends, j'ai vu qu'on avait un message. Bonjour, merci de nous avoir suivis. Kennick. Enfin, Claire, c'est cool, c'est super. On aime beaucoup. Les gens de Claire sont cool. Carrément. Donc, on ne sera pas là vendredi prochain, mais on sera de retour le vendredi d'après. On se retrouve en mai. Entre-temps, nous, on pourra aller à Mayworks et célébrer le 1er mai. Et on vous donne des nouvelles sur les réseaux sociaux, donc majoritairement sur Instagram. Et puis, c'est ça. Carrément. Non, en fait, j'allais dire une connerie pour le drapeau acadien, tu sais. Mais SIFA, le son du Sud-Ouest, si vous avez l'occasion d'écouter cette radio, my God, vous allez kiffer. Je remets mon drapeau acadien là. Bonne soirée, tout le monde. Non! Non? Oh mon Dieu! Quoi? Ben oui, dernière chose. Demain, on va représenter un truc. On aurait dû en parler en début d'émission, là, il se fait tard, les gens s'en foutent. C'est notre good news, ça dépend comment on fait. Où est-ce qu'on va demain, Mélo? On va à Moncton, qui est donc une ville au Nouveau-Brunswick, qui est... moi, je l'aime bien. Je trouve ça fun d'aller à Moncton. Et il y a plein de trucs qui s'y passent. Et puis, entre autres, il y a le Triviton. Donc, c'est un géant trivia qui est aussi une levée de fonds pour un organisme qui s'appelle la Maison Nazareth, qui est un organisme qui fait beaucoup, beaucoup de choses pour les personnes en situation d'itinérance, entre autres. Moi, je les aime beaucoup. Et donc, c'est une excuse en plus d'aller faire du trivia. Donc, je suis très fan. Et puis, on va voir ce que notre équipe arrive à faire. Mais on va essayer de notre mieux. Yes, on va faire la meilleure chose possible. Bon, allez, dans 2 semaines, du coup? Ouais. Ciao! Bye! Pourquoi j'ai pris le drapeau? Je suis un con, moi. Mais j'avais envie de mettre un drapeau à Katia.